Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message assez étrange sur Instagram. Le voici. Le Doc, combien de fois par semaine penses-tu à l'Empire romain? Et ce qui était particulièrement bizarre, c'est que cette question, je l'ai reçue à de multiples reprises. Ainsi, je ne comprenais pas pourquoi soudainement les barons de la communauté étaient curieux par rapport à la relation que j'entretiens avec l'Empire romain. Et puis, petit à petit, j'ai compris. Il s'agit d'un mème Internet qui a explosé en popularité ces dernières semaines. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de comprendre les origines de ce mème Internet qui, derrière l'aspect humoristique, est très intéressant. Et surtout, je vais répondre à la question suivante. Comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui, en 2023, de nombreux hommes qui pensent à l'Empire romain? Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Notre histoire débute le 19 août dernier lorsqu'un utilisateur d'Instagram avec pour pseudo Gaius Flavius poste un réel. Gaius Flavius, c'est le pseudonyme d'un jeune Suédois qui doit à peu près avoir entre 20 et 25 ans et qui est passionné par la Rome antique. Il fait beaucoup de mèmes sur le sujet et parfois il aime se déguiser en légionnaire. On va pas le juger, chacun ses délires. Et donc le 19 août, Gaius Flavius a posté un réel Instagram avec le message suivant. Je vous fais la traduction. Mesdames, vous n'imaginez pas à quel point les hommes pensent souvent à l'Empire romain. Demandez à votre père, à votre frère ou bien à votre petit copain, vous allez être très étonné par rapport aux réponses de ces derniers. Ainsi, vu que le réel a eu une certaine popularité, il y a de nombreuses jeunes femmes qui ont décidé de jouer le jeu et qui se sont filmées en train de poser la question fatidique aux hommes de leur entourage. Et donc la question c'était la suivante, combien de fois penses-tu à l'Empire romain? Et là, elles se sont rendues compte que dans la majorité des cas, les hommes pensaient souvent à l'Empire romain. Certains une fois par semaine, d'autres un jour sur deux. Et pour les plus fans de l'Empire romain, c'était même quasiment quotidiennement. Personnellement, c'est mon cas. Et pour ces jeunes femmes, c'était assez surprenant, voire totalement incongru que leur partenaire, leur père ou bien leur frère puissent penser aussi fréquemment à l'Empire romain. Ça peut paraître étrange, mais en réalité, ça l'est pas tant que ça. Et je vais vous l'expliquer tout au long de cette vidéo. Mais de mon côté, j'ai voulu moi-même mener ma petite enquête pour savoir quel était votre avis, à vous les barons de la communauté, par rapport à ce sujet. Et donc, je vous ai posé la même question. Combien de fois pensez-vous à l'Empire romain? Voici les résultats. 16% d'entre vous pensent tous les jours à l'Empire romain. 19% y pensent un jour sur deux. 42% une fois par semaine. Et enfin, 26% jamais. Donc, si on fait l'addition des trois premières réponses, il y a 77% des barons de la communauté qui pensent assez fréquemment, minimum une fois par semaine, à l'Empire romain. Et c'est juste énorme. Et d'ailleurs, pour la petite info, parmi ceux qui ont répondu jamais, j'ai reçu bon nombre de messages qui me disaient qu'en réalité, ils y pensaient pas, mais que par contre, ils pensaient fréquemment à l'Empire napoléonien. Donc même si ce n'est pas le même contexte historique, il peut y avoir des similitudes entre les deux, notamment la notion de conquête. Donc même parmi ceux qui ont répondu jamais, il y a quand même des intérêts assez similaires. Alors bien entendu, les barons de la communauté ne représentent pas l'intégralité de la population française, mais je trouve que ces chiffres sont quand même assez élevés. Je pense également qu'il faut prendre en considération l'idéologie politique, notamment les conservateurs qui seraient peut-être plus à même d'être intéressés par l'Empire romain, même si on peut l'être en étant de gauche ou autre, mais malgré tout, à mon avis, c'est un sujet qui intéresse plutôt des personnes qui se positionnent à droite de l'échiquier politique. Alors ces résultats sont très intéressants, mais ils ne répondent pas à la problématique suivante. Comment ça se fait que de nombreux hommes pensent à l'Empire romain? Et en même temps que j'ai réalisé le sondage, je vous ai demandé quelles étaient les explications. Pourquoi vous pensiez parfois à l'Empire romain? Et là, j'ai reçu énormément de réponses. Et je me suis rendu compte en lisant toutes vos réponses que très fréquemment, on retrouvait les mêmes explications. Et il y en a plusieurs que je vais vous dévoiler dès maintenant. La première explication, ça relève des films ou des séries qui abordent la thématique, ou du moins le contexte historique
de la Rome antique ou du moins de l'Empire romain. Vous êtes très nombreux à avoir cité par exemple le film Gladiator de Ridley Scott ou encore la série Rome d'HBO qui a été produite à partir du début des années 2000. Parce que le contexte historique de la Rome antique peut être particulièrement intéressant et passionnant pour des réalisateurs et des scénaristes. C'est un cadre qui laisse libre cours à l'imagination. D'ailleurs, il faut noter que le péplum est un genre cinématographique qui a joué un rôle non négligeable dans l'histoire du cinéma. Il a eu 2 âges d'or, entre 1930 et 1940 et entre 1950 et 1960. C'est à cette époque-là qu'on a connu des films comme par exemple Ben-Hur ou bien Spartacus. Alors souvent, ce sont des films très longs avec une figure masculine héroïque qui est à la recherche soit de la justice ou bien même de la vengeance. Ces films-là, c'était des véritables épopées et ils ont été extrêmement populaire. Par la suite, le genre s'est cassé la gueule et on peut dire qu'il est revenu à partir des années 90, début 2000 avec, comme je vous l'ai dit, Gladiator. Ces films sont souvent très intéressants, ils ont écrit une page entière de l'histoire du cinéma, mais par contre, au niveau de la réalité historique, c'est pas toujours bon parce que, par exemple, Gladiator a inoculé dans l'esprit de nombre d'individus qu'en réalité, les gladiateurs étaient envoyés au casse-pipe et qu'ils étaient très nombreux à mourir dans des combats à mort. Ce qui est faux parce que les gladiateurs, ça coûtait cher, fallait les entretenir et on les envoyait pas à la mort comme ça. Donc ces films et ces péplums que l'on a tous connus ont irrigué des pans entiers de l'inconscient collectif et de la culture populaire et ont permis de remettre au goût du jour la Rome antique. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte dans vos réponses et qui est revenu très fréquemment, c'est le retour de la philosophie stoïcienne. Vous le savez, depuis quelques années, il y a un regain de popularité par rapport au stoïcisme. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu des mouvements comme par exemple le doomerisme ou le nihilisme qui se sont développés au XXIe siècle. Et le stoïcisme, c'est un moyen de répondre à cela. Ainsi, le stoïcisme est devenu une philosophie extrêmement populaire, notamment liée à des notions de développement personnel. Et comme vous le savez, l'un des grands auteurs de la philosophie stoïcienne, c'est l'empereur Marc Aurèle, avec son ouvrage « Mes pensées pour moi-même ». Mes pensées pour moi-même, à l'origine, n'avaient pas vocation à être publiées. C'était en quelque sorte le journal intime de Marc Aurèle. Alors, c'est pas le journal intime où il va parler de ses conquêtes amoureuses ou ce genre de conneries. Non, non. Là, on plonge véritablement dans la psychologie d'un empereur romain, ce qui rend le texte particulièrement unique en son genre. Et vous avez été extrêmement nombreux à me citer mes pensées pour moi-même et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi certains d'entre vous pensent fréquemment à l'Empire romain. Parce que mes pensées pour moi-même, c'est un texte qui est à la base de la philosophie stoïcienne. Et je pense également qu'il y a d'autres textes qui ont joué un rôle non négligeable, comme par exemple les mémoires d'Adrien qui ont été rédigés par Marguerite Yourcenar et qui ressemblent sur certains aspects à mes pensées pour moi-même de Marc Aurèle. C'est même parfois troublant parce qu'on a l'impression que ce texte a été écrit dans un contexte similaire, celui de l'Empire romain. Donc forcément, si on s'intéresse à la philosophie stoïcienne, on va se pencher sur le cas de l'empereur Marc Aurèle et donc au contexte de rédaction de l'ouvrage. Ensuite, nombre des barons de la communauté m'ont expliqué qu'ils pensaient fréquemment à l'Empire pour une raison très précise. C'est le fait qu'au quotidien, vous tombez très fréquemment sur des inventions qui ont été créées par des Romains ou qui ont été développées par ces derniers. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération le fait que Rome a été particulièrement en avance sur son temps. On dit d'ailleurs souvent qu'on n'a en réalité rien inventé et que la plupart des inventions que l'on utilise aujourd'hui, c'est surtout issu de l'héritage à la fois des Grecs mais aussi des Romains. Donc, dans notre vie de tous les jours, on va utiliser un certain nombre de choses qui résultent du génie romain. Et j'ai décidé de vous faire une liste non exhaustive de toutes les créations romaines. La voici. On a par exemple les aqueducs, les barrages, le chauffage centralisé dans les maisons des Romains les plus aisés, le développement des thermes, les routes, les amphithéâtres, les dômes, les égouts, les premiers instruments chirurgicaux, le droit romain, certaines institutions
politiques, les Vespasiennes, l'ancêtre des toilettes publiques. On a également les escaliers en colimaçon, les premières moissonneuses, le plombage dentaire, les premiers immeubles et enfin l'architecture classique et néoclassique qui s'inspire de l'architecture gréco-romaine. Au-delà de ces technologies, il y a également de nombreux vestiges romains dans les grandes villes françaises. Comme vous le savez, je viens du sud, j'habite non loin de Nîmes. Il y a par exemple les arènes de Nîmes, la Maison Carrée ou bien encore le pont du Gard, rien que pour le cas de Nîmes et de sa région. Et j'en oublie très certainement. À Lyon, il y a par exemple l'amphithéâtre gallo-romain et on retrouve des vestiges de l'Empire romain jusqu'en Angleterre avec le très célèbre mur d'Adrien. Pourquoi ? Parce que l'Empire romain s'est étalé sur une grande partie de la vieille Europe et on retrouve des vestiges un petit peu partout. Et là encore, ça peut expliquer pourquoi Rome s'impose à nous parfois dans notre esprit. C'est parce que on est entouré d'un héritage romain qui est particulièrement riche. Ensuite, il y a la question du fantasme. Vous avez été très nombreux à m'expliquer que vous fantasmiez par rapport à l'Empire romain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes hommes n'aiment pas leur époque, ils ont un sentiment de décalage et ils ont l'impression d'être inutiles. Et par contre, en fantasmant sur l'Empire romain ou l'Empire napoléonien, ils ont cette impression qu'à cette époque-là, ils auraient pu avoir un rôle beaucoup plus important, notamment en intégrant les légions romaines ou la grande armée de Napoléon. Alors moi, j'ai une vision un petit peu plus critique par rapport à ça, parce que pour moi, comme son nom l'indique, ça relève du fantasme. C'est-à-dire que c'est très facile d'imaginer dans une période de confort où on est sur son canapé avec le chauffage et Internet qu'on aurait pu être légionnaire romain ou grognard de la grande armée de Napoléon. Alors certes, le taux de létalité des légionnaires romains pendant la Pax Romana n'était pas très élevé, c'est entre 10 et 25%, mais c'était pas non plus un métier facile le reste du temps. On risquait de crever de fatigue, de faim, des épidémies ou tout simplement sur le champ de bataille. Et je pense objectivement que c'était pas très agréable de se faire pourfendre par une lance gauloise. Vous êtes extrêmement nombreux à faire un parallèle, et selon moi à juste titre, entre le déclin de Rome et sa chute en 476 et en parallèle notre propre situation de décadence, situation de déclin. C'est-à-dire que pour vous, Rome est une sorte de miroir de notre propre fin, de notre propre chute. Et comme vous le savez, c'est un sujet qui a été abordé par de nombreux auteurs, c'est-à-dire le parallèle entre la chute de Rome et notre propre déclin. On peut citer par exemple Peter Turchin, je l'ai déjà abordé sur la chaîne YouTube. Il s'agit d'un spécialiste de la cliodynamique, c'est-à-dire l'étude de l'histoire au regard de certains cycles. C'est-à-dire que pour Peter Turchin, il est possible de prédire certains événements historiques au regard de certaines données chiffrées, comme par exemple l'économie, la démographie ou l'immigration. Et Peter Turchin avait prédit un conflit en Europe entre 2020 et 2030. Et il a raison, puisqu'il y a depuis peu la guerre en Ukraine. Et Peter Turchin pense que nous aussi, en Occident, nous allons connaître un déclin qui va être similaire à celui qu'a connu l'Empire romain. On peut citer également l'ouvrage Le déclin de David Engels, où il fait un parallèle entre la fin de la République romaine, qui a donné naissance à l'Empire, et la situation de l'Union européenne. Pour David Engels, il y a 12 sujets de comparaison entre la République romaine et ce que l'on est actuellement, comme par exemple l'identité, l'immigration, la famille traditionnelle, la religion, etc., etc. Et pour David Engels, nous allons connaître une période de profonde mutation, comme ce fut le cas pour la République romaine, qui est devenue un empire. Pour lui, il y a deux possibilités, soit l'Union européenne va être totalement soumise et inféodée à une grande puissance, comme par exemple les États-Unis ou la Chine, ou alors il va y avoir l'aboutissement du projet final des États-Unis d'Europe, c'est-à-dire l'Europe qui va être une sorte d'État fédéral où on va perdre totalement notre souveraineté au profit d'une entité supranationale. Et enfin, je peux citer un article particulièrement intéressant de Chantal Delsol, une académicienne française qui a fait un parallèle entre les invasions barbares durant l'Empire romain et notre propre situation migratoire. Et vous savez qu'actuellement, on traverse une énième crise migratoire. Il suffit de voir ce qui se passe à Lampedusa.
Pourquoi? Parce que en réalité, Rome, c'est une notion d'humilité. Ça nous prouve que l'histoire est tragique, comme le soulignait parfaitement Raymond Aron. Pourquoi? Parce que Rome a duré 1000 ans, avec des formes différentes, la République, l'Empire, mais elle a connu au final une chute en 476. Alors on pourrait dire que malgré tout, Rome a continué à vivre, notamment par le biais de l'Empire byzantin, mais lui aussi il a connu sa chute avec la prise de Constantinople en 1453. La leçon de Rome, c'est de montrer que l'histoire est tragique et que rien n'est éternel en politique. Je suis persuadé que les Romains, quand ils se trouvaient à leur apogée, dans une situation hégémonique, ils étaient convaincus que tout ceci allait durer ad vitam aeternam. Et au final, non, puisque Rome a connu la chute, le déclin. Et nous, les Occidentaux, nous devons prendre conscience que nous pouvons nous aussi connaître une chute, car rien n'est éternel en politique et il peut y avoir de profondes mutations, de profonds changements avec des bouleversements majeurs. Donc ce qui peut parfois être très intéressant dans ce parallèle que l'on fait entre notre époque et Rome, c'est cette dimension tragique. Et c'est pour ça que je vous disais au début de cette vidéo que souvent c'était des individus plus à droite ou conservateurs qui étaient intéressés par l'Empire romain parce que cette notion de déclin se trouve plus sur l'échiquier politique à droite. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.